très grand projet à mener. En fait, tout simplement, il y a 1 an et demi, j'ai retrouvé une lettre écrite par mon papa qui est décédé d'un cancer du pancréas quand j'avais 9 ans. Et dans cette lettre, il expliquait qu'il souhaitait que ses cendres soient dispersées sur les 7 sommets. Donc les 7 sommets, c'est le plus haut sommet de chaque continent. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants, qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Cette semaine, je reçois Constance Scherer pour un épisode riche en émotions. Constance a perdu son papa, atteint d'un cancer du pancréas alors qu'elle n'avait que 9 ans. 14 ans plus tard, elle découvre une lettre écrite juste avant son décès. Elle va tout faire basculer. Pour honorer les dernières volontés de son père, Constance se lance dans un défi colossal. Gravir en 3 ans le plus haut sommet de chaque continent et y disperser ses cendres. À 24 ans, elle a déjà bouclé l'Aconcagua, le Mont Blanc et le Kilimandjaro. Un échange exceptionnel avec une femme de conviction qui nous montre, une fois de plus, que lorsqu'on croit en ses projets et qu'on se donne à fond, on peut littéralement déplacer des montagnes. Un immense merci à Constance, à qui je souhaite tout le meilleur pour la suite de son défi. Excellente écoute à vous les frappés. Salut Constance. Salut! Bienvenue sur le podcast. Je suis super content qu'on puisse enregistrer cet épisode. Je sais que tu es très demandé, de plus en plus demandé, donc c'est très gentil d'avoir pris le temps de venir partager ton parcours avec nous. Avec Et puis plaisir. écoute, ce que je te propose, c'est peut-être tout simplement de commencer par te présenter, nous expliquer qui est Constance. Bah, avec plaisir. Du coup, je m'appelle Constance Scherer, j'ai 24 ans, je suis originaire de Strasbourg. Très brièvement, j'ai fait mes études, entre Bordeaux, Paris et Bruxelles et depuis septembre dernier, je suis rentrée, dans ma ville natale à Strasbourg, parce que j'ai un très grand projet à mener. En fait, tout simplement, il y a 1 an et demi, j'ai retrouvé une lettre écrite par mon papa, qui est décédé d'un cancer du pancréas quand j'avais 9 ans. Et dans cette lettre, il expliquait qu'il souhaitait que ses cendres soient dispersées sur les 7 sommets. Donc les 7 sommets, c'est le plus haut sommet de chaque continent. Et après, bah, il s'est passé plein de choses, mais je pense que tu vas me poser toutes les questions pour qu'on rentre dans le détail de tout ça. Yes. Ton père, il était alpiniste du coup? Non, pas du tout. Il était pas alpiniste, il était plutôt sportif. Il aimait beaucoup la montagne, il faisait du ski. Donc, Ok. c'est pour ça aussi qu'après, moi, par la suite, j'ai commencé le ski. J'en ai fait à haut niveau jusqu'en circuit coupe d'Europe. Mais en fait, je pense que personne ne sait trop pourquoi, du jour au lendemain, il s'est dit, pourquoi pas faire les 7 sommets? Parce que finalement, c'était son projet à lui de le faire, de gravir ces sommets, mais je l'ai appris plus tard, en fait. Je l'ai pas, c'est-à-dire que j'ai reçu la lettre en mai 2021 et bah, en fait, c'est il y a bientôt 2 ans et j'ai découvert en juillet, après avoir fait le Kilimandjaro, donc c'était vraiment son projet de faire les 7 sommets et il souhaitait le faire pour devenir un exemple pour toutes les personnes atteintes de cancer. Et en fait, Waouh. ça, je l'ai appris via, un ami, à nous qui habite, au Canada et on lui a dit: «Bah, voilà, Constance a réussi à faire, le Kilimandjaro» et il a dit: «Mais je viens de trier mes mails» et j'ai retrouvé un mail que j'avais envoyé en 2005 à Mike Horn, l'explorateur, du coup, et c'est pour ça qu'il y a plein de liens avec la famille Horn aussi, et que j'étais super contente qu'on puisse en discuter.
Et en fait, donc ce mail, il l'avait envoyé à Mike Horn et à l'époque, c'est la femme de Mike, Cathy, qui avait répondu en disant, «Voilà le portable de Mike, vous pouvez l'appeler à tel numéro» et ensuite plus de nouvelles. Ensuite, je sais pas ce qui s'est dit, je sais pas s'ils se sont appelés, je sais pas s'ils ont pu en parler et cetera. En tout cas, quand j'ai reçu ce mail-là, je me suis dit, déjà de un qu'il fallait que j'aille au bout de mes 7 sommets. Parce qu'au début, c'était pas le projet. Au début, je me suis dit: «Je vais faire le Kilimandjaro» parce que c'est un sommet qui est accessible et parce que je devais, partir, en fait, en humanitaire. C'était déjà prévu. Je devais partir en humanitaire en Tanzanie pendant 6 semaines avec une amie, de mon école de commerce et en fait, enfin, je découvre cette lettre. Je vois que c'est un des 7 sommets qui est en Tanzanie, à 1 heure de là où on allait dormir. Je me suis dit: «Bah, c'est l'occasion», enfin, genre, trop de hasard pour ne pas le faire. Ouais. Et donc 1 semaine après être arrivée en Tanzanie, j'ai dit à ma copine: «Écoute, c'est sûr, je vais faire le Kilimandjaro». Je me suis trouvé une équipe sur place, on l'a fait, ça s'est super bien passé. J'étais toute seule du coup et après ça, en fait, tout s'est enchaîné. Voilà. Après ça a été, tout est parti en live, enfin, en live, très positivement, mais c'était dingue, quoi. Mais alors attends, du coup, cette lettre, si c'est pas trop, perso, comment est-ce que tu es tombé dessus? C'était un hasard? Quelqu'un devait te la remettre à ce moment-là? Alors, en gros, cette lettre, tout le monde était au courant dans ma famille, mes am les amis de mes parents aussi. Mais, moi, à l'époque, quand mon papa est décédé, j'avais 9 ans, donc, évidemment, c'est pas trop l'âge pour montrer. C'était vraiment la lettre de sa cérémonie d'enterrement. Ça veut dire qu'il expliquait en détail comment il souhaitait sa cérémonie, les musiques qu'il voulait, qui passent, les chants, les lettres, enfin, tout était détaillé et à la fin, il a dit, sortie, donc sortie de son cercueil. Il voulait que, donc ce soit juste ma mère et moi et ensuite il a dit, qu'il souhaitait que, si possible, ses cendres soient dispersées sur les 7 sommets. C'est la fin de la lettre et en Waouh! et en gros, comment je l'ai récupérée? Moi, j'étais chez donc avec ma mère, on parle très peu du décès de mon papa. C'est pas du tout, un sujet dont elle aime parler et donc ben, c'est un peu enfin, je lui ai jamais posé trop de questions, elle m'en a jamais trop posé non plus. À chaque fois que j'essayais d'en poser, bah, finalement, elle me répondait pas trop et c'était plus avec ma grande tante, du coup, qui est la sœur de la mère de mon papa, avec qui on en discutait de temps en temps et mon père écrivait beaucoup, donc pas que cette lettre, il a énormément écrit, il voulait écrire un livre et donc c'était elle, au fur et à mesure, qui me donnait, des lettres et des informations sur, bah, tout ce qu'il avait écrit et un jour, elle m'a donné une BD, c'est le détail est important parce que enfin, pour la suite, c'est important. Cette BD avait été écrite par Maresco, donc le professeur Maresco, qui est le chirurgien qui a opéré mon papa en 2004 et qui est, parmi les 20 plus grands chirurgiens au monde et qui a fondé l'IRCAD, qui est un institut de recherche en cancérologie digestive et il a reçu la Légion d'honneur. Enfin, c'est vraiment une très, très grande personnalité dans le monde, scientifique et il va devenir parrain de mon association. Mais c'est pas OK. encore, officiel, mais je sais que je peux le dire, mais voilà, ça va l'être très bientôt et moi, je vais devenir ambassadrice internationale de l'IRCAD. Bref, du coup, je reçois cette BD, donc du professeur Maresco que je connaissais très bien et du coup, dans cette BD, elle me dit: «Je t'ai laissé des lettres», donc pas mal de lettres. Voilà, je pense que pour la plupart, tu les connais déjà. Donc en fait, elle s'y attendait pas à ce que je ne connaisse pas cette lettre. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai lu, toutes les lettres et tout et je tombe sur celle-là et en fait, je peux même pas dire. Peut-être je l'ai déjà lue un jour, je sais pas, mais peut-être je l'ai déjà lue et j'ai pas réussi à voir ce qu'il y avait écrit parce que c'était trop pour moi. Et peut-être que c'était ce jour-là où il fallait que, ben, j'aille jusqu'au bout de la lettre et que je lise vraiment le truc des 7 sommets et que je me rende compte que je partais en Tanzanie, qu'il y avait Kilimandjaro et que c'était peut-être aussi une période de ma vie où j'avais besoin justement d'un projet comme celui-là. Voilà et donc c'est parti comme ça. Punaise! Ça fait beaucoup de comme tu disais tout à l'heure, beaucoup de hasards qui finalement, ressemblent plus à des hasards tellement ils arrivent à un moment, tu vois? Exactement. En fait, c'est exactement ça. Là, il y a eu trop de trucs depuis 2 ans maintenant pour que je me dise: «C'est encore des hasards». Enfin, genre là, c'est le destin, c'est comme ça devait se faire comme ça et en Mmh. fait, depuis 2 ans, j'y crois de plus en plus dans le sens où je me dis:
si quelque chose se fait, c'est parce que ça doit se faire et inversement, si quelque chose ne se fait pas, c'est parce que ça ne doit pas se faire et que soit ça se fera plus tard avec quelqu'un d'autre ou dans d'autres conditions, soit ça ne se fera pas parce qu'il y a autre chose qui attend. Et ça, vraiment, depuis 2 ans, c'est vraiment ma philosophie de vie en me disant, ben, les opportunités, si elles sont là, saisis-les, mais si elles ne viennent pas, ne les cherche pas. Voilà. Mmh. Et en fait, ben, du coup, j'ai avancé comme ça depuis 2 ans et c'est vrai que, bah, depuis 2 ans, il se passe mais des franchement, des dizaines de choses, mais par jour. Genre, c'est incroyable, quoi. Tous les jours, on m'annonce un nouveau truc complètement dingue et je suis en mode: «Bah, oui, pourquoi pas, allons-y», donc voilà. Excellent. Donc tu as commencé par le Kilimandjaro, donc ça, c'était il y a 1 an et demi, c'est ça? Oui, donc en juillet 2021, j'ai fait le Kilimandjaro, c'est ça. Juillet 2021. OK, Ouais, donc le premier de tes 7 sommets. exactement. D'ailleurs, question peut-être un peu bête, mais il me semblait avoir lu que, les Seven Summits, il y avait plusieurs listes, en fait. Parce que tu as des gens qui considèrent que, c'est par continent, d'autres qui considèrent, qui ont d'autres points de référence, tu vois? Genre les par rapport aux plaques tectoniques, en C'est vrai, fait. ouais. Donc toi, c'est quoi, est-ce que tu peux nous faire la liste des 7 sommets que tu vas attaquer? Oui. Alors du coup, pour l'Europe, ce n'est pas le Mont Blanc, mais c'est l'Elbrus en Russie. Donc OK, bon, là, petit problème avec la guerre en Russie en ce moment, je ne sais pas trop quand je vais pouvoir faire ce sommet. Dans tous les cas, j'ai quand même fait le Mont Blanc, donc au pire, voilà, on pourra adapter. Pour l'Afrique, donc c'est le Kilimandjaro. Pour l'Amérique du Sud, c'est l'Aconcagua, donc en Argentine, qui est à 6 992 ou quelque chose, non, 6 962. Donc celui-là, je l'ai fait en décembre 22, donc 2022, là récemment. Ensuite, pour l'Amérique du Nord, c'est l'Alaska, donc qui est le mont Denali, que j'ai prévu mythique. de faire normalement en juin, juillet prochain, mais là, il y a des petits soucis, donc j'espère que ça va pouvoir se faire. Ensuite, je vais faire, l'Antarctique, donc c'est le mont Vinson, si tout va bien, en décembre prochain. Ensuite, le Puncajaya en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en juillet de l'année suivante, donc 2024. Heu et ensuite, ben, il y a l'Everest, que je vais faire, si tout va bien, en mai 2025, étant donné que le but, c'est que je devienne la plus jeune Française à avoir fait l'Everest et la plus jeune Française, hommes-femmes confondus, à avoir fait le challenge des 7 sommets. Punaise, mais c'est Voilà, démentiel. OK. voilà. OK, donc ça fait moins de 3 ans, enfin, ça fait 3 ans, en fait, Ouais, pour, c'est ça. Mmh. d'accord. Waouh! OK. Ouais. OK, OK, OK. Punaise, j'ai plein de questions. Sur les 7, tu as déjà fait le Kilimandjaro, tu as fait Kilimandjaro, puis Mont Blanc, puis Aconcagua, C'est c'est ça, ça? exactement, ouais. OK, OK. Comment est-ce que tu as choisi l'ordre? Est-ce qu'il y a une logique derrière ça? Pas trop. En fait, un peu dans le sens où on m'a dit vraiment l'Aconcagua, c'est très haut, donc c'est le deuxième plus haut après l'Everest. C'est et par rapport à ça, c'est vrai qu'au niveau de la respiration, du mal des montagnes et cetera, on le sent un petit peu. Je vais pas mentir, c'était quand même difficile. Hem, mais Un petit peu, ouais, tu es quasiment à 7 000, ouais, on est quasiment à 7 000. Ouais. Mais ça allait, enfin honnêtement, je m'attendais à pire, il y en a quand même énormément qui n'ont pas réussi ce sommet. Il y a entre 20 et 30 de réussite pour l'Aconcagua. Donc OK. c'est vraiment pas beaucoup et on a eu des guides du Mont Blanc qui n'ont pas réussi, la semaine où on y était. Donc quand j'étais au camp de base, j'étais en mode: «Ouh là, mais enfin, comment ça des guides du Mont Blanc qui réussissent pas? Mais on va jamais y arriver nous». Bon au final, on a réussi, hein. Donc c'est qu'on avait la bonne étoile qui était au-dessus de notre tête et qui nous a permis de bah, qu'en fait, juste simplement qu'on aille bien parce que au bout d'un moment, le mal des montagnes, même si, physiquement tu es hyper entraîné et cetera, s'il est là, il est là, on peut plus rien faire, faut redescendre. Donc enfin, on peut pas savoir en fait à l'avance est-ce qu'on va réussir ou pas réussir. Mmh. Si il nous attaque, il nous attaque et bah, on va pas risquer nos vies non plus, c'est pas le but. Après, il y a aussi toutes les questions de météo et cetera qui rentrent en jeu, genre s'il y a trop de vent, ben, si on s'envole, si on est à 2 mètres du sol, on va pas continuer à avancer, enfin on peut plus avancer tout simplement. Donc voilà, on a eu la chance, que la météo soit bonne, et là, je vais faire l'Alaska, mais en fait, c'est aussi parce que au début, on me voyait pas du tout comme une personne légitime à faire les 7 sommets. Parce que j'ai 24 ans, parce que je suis une femme, parce que j'ai jamais vraiment fait d'alpinisme de ma vie, parce que,
pour beaucoup de raisons et en fait, bah, ça me gonfle un peu cette, image, de dire, «Ouais bon, enfin, tout le monde qui pense que je vais pas y arriver et cetera» et en fait, si je réussis l'Alaska en juillet, très clairement, je sais que les gens vont savoir que je vais réussir les 7 sommets parce que, l'Alaska, pou dans les retours que j'ai eus, est plus difficile que l'Everest. Mmh. Ouais, c'est ce que j'avais lu aussi par rapport aux conditions météo, Ouais. c'est hyper isolé, ouais, Et ouais, j'avais lu aussi on que est c'est très seul, raide. face à nous-mêmes, dans la montagne. On doit porter 70 kilos par personne. Il y a pas de camp, comme à l'Everest où on est chouchouté et cetera. Il y a pas de porteur. C'est chacun se débrouille et c'est quand même 6 200 mètres d'altitude. Donc évidemment, si je réussis, l'Alaska cet été, je sais que j'ai la légitimité derrière et les gens vont dire: «OK, en fait, vas-y, elle se fout pas de nous, elle est capable de le faire. Enfin, si elle a fait l'Alaska, elle va faire ses 7 sommets, c'est sûr» et aussi, c'est une question de partenaire dans le sens où, évidemment, c'est un projet qui coûte cher. Donc il y a l'association à côté de ça, enfin, je pense qu'on en parlera après, qui a pour but d'accompagner des enfants qui ont un parent atteint de cancer ou qui ont perdu un parent et on a mené énormément d'actions et d'événements pour les enfants. On était à Roland-Garros, on a fait le Tour de France, on a fait le championnat du monde de ski. On est soutenu par beaucoup de grosses personnalités, et évidemment, en fait, bah, pour avoir plus de partenaires, il faut que les partenaires aient confiance, et qu'ils se disent: «On va mettre de l'argent, mais on va pas le mettre n'importe comment». Mmh. Donc si je réussis l'Alaska, c'est bon, voilà. C'est pour ça, en fait, que l'Alaska, ce serait le suivant. Après, il y a des questions de météo parce qu'en fait, on voulait partir fin juin, début juillet et là, de plus en plus, on est en train de dire qu'il faut partir fin mai. Le problème est que dans mon planning, je ne peux absolument pas partir fin mai, c'est impossible parce que je travaille pour un tournoi de tennis actuellement et le tournoi de tennis pour lequel je travaille est fin mai. Donc je ne peux pas lâcher mon équipe à ce moment-là, c'est impossible. Donc je suis en train de voir avec, enfin si, c'est vraiment, vraiment trop risqué, moi j'ai pas envie de prendre, enfin de risquer ma vie. Parce qu'en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il fait trop chaud fin juin, donc le glacier fond, donc les avions ne peuvent même pas se poser et il y a énormément de crevasses. Donc si c'est OK. pour, prendre le risque de tomber dans une crevasse, ça vaut pas la peine. Donc voilà, c'est le planning, mais le planning n'est pas encore fixé, donc ce sera affaire à suivre, sur les réseaux sociaux, ce que je ferai en juillet, de toute façon, je vais en faire un, mais ce sera peut-être le Punta Jaya en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà. Parce que c'est ce que j'allais te demander. Moi, tout ce que j'avais lu, c'était qu'il y avait le Denali qui était hyper, hyper engagé, très Mmh. raide, surtout côté météo, isolement, etc. Ouais. Et en termes d'accès, que le plus difficile, c'est le Puncak Jaya, c'est Oui. ça, c'est comme ça que tu le prononces, Ouais, Puncak, Punta Puncak. Jaya, ouais. Parce que de ce que j'avais compris, c'est que voilà, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est pas des pistes forestières bien dégagées pour accéder au départ, Pas c'est du tout. genre Ouais, une rando de fou dans la c'est de la jungle. jungle, ouais. Du coup, là, tu vas un peu enchaîner les deux gros blocs, les deux sommets les plus difficiles l'un après l'autre. Ben, ouais, ou ça va être, enfin, je sais pas encore exactement en termes d'orga. Du coup, soit je vais en faire un, soit je vais faire l'autre. On va Ok, voir, en fait, d'accord. ça va dépendre, mais dans tous les cas, en fait, même si là, je me lance dans le Punta Jaya, c'est que de l'escalade. Moi, l'escalade, faut Ouais. que je m'entraîne, quoi. Là, pour le coup, il me fait presque plus peur, moi, personnellement, que le Denali, parce que je sais que c'est que de l'escalade et je sais qu'au niveau escalade, mon vidéaste, du coup, qui fait les films, lui, voilà, il gère parce qu'il a été enfin, il a fait championnat de France d'escalade, mais moi, je gère pas, quoi, donc faut que je m'entraîne, voilà. Mais attends, du coup, comment parce que tu parles de ton projet, de l'assaut, des fonds que vous avez trouvés, comme si c'était, tu vois, comme si tout le monde pouvait faire ça. Mais comment à 24 ans, tu as réussi à monter une équipe, créer une asso, trouver des fonds, trouver des partenaires, dans des proportions telles que tu arrives à financer des voyages. Enfin, je sais pas si tu as une idée des budgets tu vois, par sommet, mais la Oui, Concagua, enfin, à chaque fois, c'est quoi? C'est 2 3 semaines minimum, non? Ne ouais, serait-ce qu'en temps. c'est ça. Donc, comment tout ça s'est structuré? À quel moment tu t'es dit, je vais faire une asso et je vais faire un projet qui sera bien plus grand que juste moi, Constance? Alors, ça, c'est une bonne question. La réponse va être longue, mais non, mais parce qu'en fait, si j'explique pas, un peu dans le détail, on va pas comprendre et Ah ben c'est vas-y, dommage. vas-y. Hem, En gros, je reprends à, ce fameux mail de Mycorn. Donc juillet 2021, on m'envoie ce mail, je comprends le contact avec Mycorn, je comprends également que mon père voulait devenir un modèle pour les personnes atteintes de cancer.
moi, n'ayant jamais eu de cancer, je me dis: «Pas possible de devenir un modèle pour les personnes atteintes de cancer, ça n'a aucun sens, et enfin, ça fonctionnerait pas». Par contre, moi, j'ai quand même vécu la maladie de mon père de mes 5 à mes 9 ans et je pourrais devenir un modèle pour tous les enfants qui, comme moi, ont un parent Mhm. malade ou ont perdu un parent. Donc le chemin trotte dans ma tête, ça met à peu près 6 mois avant que j'ai cette idée bien fixe en tête et entre ces 6 mois, j'ai eu l'occasion de rencontrer Mike Horn. Donc je suis allée en fait à une de ses conférences à Genève, c'était en décembre, tout début décembre et donc pendant cette conférence, mon seul objectif, c'était de pouvoir lui donner cette lettre et qu'il soit informé. Donc par le plus grand des hasards et j'étais très contente que ça arrive comme ça, au milieu de la conférence, il dit: «Est-ce que vous avez des questions?» Donc j'étais au tout dernier rang de la conférence et je dis à ma mère: «Maman, c'est mon moment». Donc je lui dis: «Donne-moi la lettre». J'ai pris la lettre, je me suis levée, j'ai descendu toutes les marches de la conférence, donc la salle immense, hein, il y avait au moins 2 000 personnes dedans et donc bon là, après la vidéo, elle est sur mes réseaux sociaux, mais en gros, j'explique à Mike Horn le projet, ce que je vais faire, les contacts qu'il a eus, la réponse de sa femme. Bref, Mike descend de scène, il vient me voir, il me prend dans ses bras, il me dit: «Ben, écoute, moi je vais te soutenir et tout, et ce sera avec grand plaisir de faire un sommet avec toi». Donc déjà là, je me dis: «OK, ça change de dimension, c'est un truc de». Voilà, donc ça, c'est la première étape et la deuxième étape, c'est que 2 jours avant de faire cette conférence, j'ai été appelée par France 2 pour faire l'émission «Ça commence aujourd'hui». Je sais pas si tu vois cette émission, c'est une émission, l'après-midi avec Faustine Bollert, une journaliste assez connue et qui fait globalement, 1 2 000 d'audience. Donc j'ai ces 2 trucs qui s'enchaînent, dans la même semaine et cette émission qui est sortie début janvier, qui a fait un grand boom. Évidemment, on en a parlé partout, enfin et là, j'ai reçu, des tonnes de messages. Entre-temps, je commence à me dire: «J'ai envie de me mettre en contact avec une, association, grande association pour le cancer». Je vais citer le nom parce que voilà, c'était la Ligue contre le cancer, j'ai essayé de contacter. Je voulais bosser avec eux, devenir ambassadrice, parler de la recherche et cetera, enfin voilà. Malheureusement, les choses ne se sont pas faites avec la ligue. Ils m'ont Voilà, ça s'est pas hyper bien, passé. Enfin, ils ont pas très bien compris le but. Comme en même temps, je voulais créer mon asso, bah, pour les fonds, pour, les sommets. Ils étaient en mode: «Mais tu veux créer une asso, mais tu veux quand même le faire pour nous, on comprend pas très bien». Bref, il se trouve qu'en mars, j'ai dit: «Écoutez, c'est pas grave, moi je vais créer mon association et en fait, je vais mener mes propres actions». Donc là, tout se structure, donc il y a 1 an, tout juste, quoi. Tout se structure et je me dis: «Je vais créer mon association, je vais faire mes propres événements, je vais, moi-même, mettre mes actions aussi en place pour la recherche contre le cancer et cetera» et puis, j'ai besoin de personne parce que c'est vrai que, depuis, janvier 2022, j'ai été beaucoup médiatisée. J'ai fait, pas mal de télé, de radio, de journaux, de magazines, au niveau régional, du coup, à Strasbourg, mais aussi au niveau national et j'ai fait des vidéos avec des assez gros youtubeurs, notamment Darko. Heu donc je me dis: «J'ai toute la légitimité pour avoir une asso». Bref, cette asso fonctionne très bien, les partenaires commencent à arriver, on commence à être invité sur, ben, plein de gros événements. On a fait la finale de Roland Garros avec 2 familles, enfin voilà, c'était incroyable, quoi et donc tout ça, ben, invité par, les fédérations. Donc par les fédérations ou par nos partenaires qui eux-mêmes ont des places pour ces événements et nous les donnent. Donc du coup, ben, super, moi je dis: «Bah, top, ça avance trop bien». Ensuite, j'ai été invitée au Tour de France en voiture officielle. J'ai rencontré le directeur du Tour de France, la directrice, plein de personnalités et tout et en fait, au fur et à mesure que le temps avance, je rencontre de plus en plus de gens incroyables et ce qui fait que l'association avance, 3 fois plus vite que prévu et les entreprises ont envie d'aider. Voilà. Donc en fait, les entreprises, elles sont aussi à C'est fond ouf. que moi et c'est vrai qu'elles financent, à des montants, qui sont énormes, enfin vraiment, et heu et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de dons pour faire avancer l'association, mais c'est surtout les partenaires, qui font fonctionner tout ça, quoi. Ouais. Waouh. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu tu vois, un espèce de moment déclic? Parce que quand tu expliques qu'assez rapidement, j'ai l'impression, tu vois, France 2 t'a contacté et cetera. Oui. Mais là, tu étais déjà visible, Non, non, pas du tout? du tout. Tu communiquais pas sur les réseaux, Non, Ah ouais. non, non.
En fait, OK, non, non, en fait, en gros, France 2, ça s'est fait, mais totalement par hasard. Mais à ce moment-là, j'avais même pas créé un Instagram, cette sommet. Enfin, j'avais aucun réseau, j'avais pas du tout communiqué sur le fait que je voulais faire les 7 sommets, rien. Donc tout a été créé en fait, tout s'est vraiment lancé il y a 1 an, tout pile. En janvier OK, 2022, mes réseaux sociaux ont vraiment débuté, quoi, et ils ont super bien d'accord. marché dès le début. Bah, écoute, c'est franchement, c'est super d'entendre ça parce que j'ai souvent des auditeurs, des auditrices qui me contactent, qui me disent qu'ils voudraient, tu vois, créer un projet, un défi pour une cause. Récemment, quelqu'un qui est diabétique de type 1. Et à chaque fois, c'est un peu toujours la même question, mais c'est ah oui, mais ça va être super difficile, personne ne me connaît, comment est-ce que je vais pouvoir euh, finalement avoir un impact sur d'autres personnes qui sont concernées par ma maladie, le challenge que j'ai, etc. Mmh. Et en fait, d'entendre ton histoire, tu vois, enfin c'est génial parce que ça montre que c'est carrément possible, Oui. que quand tu arrives à allier à la fois conviction, alignement des planètes, un petit peu de chance, des mises en relation, boum, ça fonctionne et ça décolle. Exactement. Enfin, moi, vraiment, je suis partie de rien du tout. Enfin, j'étais personne. Enfin, je dis pas que je suis quelqu'un maintenant du tout. Genre, jamais je me permettrais de dire ça. Mais je veux dire dans le sens où il y a 1 an, enfin, personne ne connaissait mon nom, personne ne connaissait mon projet, personne ne connaissait mon association. Aujourd'hui, enfin, je suis soutenue par la famille Zidane, quoi. Donc, enfin, ils veulent mener des projets pour mon association. Elle a 1 an. Enfin, c'est vraiment des Ouais, c'est fou. trucs, enfin, c'est complètement délirant. Je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, même, on a des sportifs de haut niveau qui veulent devenir parrain, marraine de l'association, en parler, et c'est des mecs qui vont faire les JO, genre, je me dis: donc voilà. Ah, c'est fou. Dingue. Non, Trop bien. mais moi vraiment, enfin, si je peux dire un truc, c'est que, en fait, déjà de un, rien n'est impossible dans la vie, vraiment. À partir du moment où on est convaincu par ce qu'on fait et on est convaincu par les raisons pourquoi on les fait. Parce qu'en fait, surtout, c'est ça la question. C'est si ça vient du cœur et que si c'est un besoin profond, les gens le comprendront et auront envie d'aider. Après, il faut savoir fédérer aussi autour de soi, ça c'est hyper important, parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'un projet fonctionne seul. Un projet ne fonctionnera jamais seul, même si si on est seul à le lancer, il faut que ensuite il y ait des gens autour de toi qui viennent t'aider, qui viennent te soutenir, qui viennent te dire, ben écoute, telle personne, elle peut t'aider pour ça, contacte-la. Et il faut prendre tout ce qu'on nous donne, en tout cas au début, parce que après, au bout d'un moment, on peut plus tout prendre, c'est plus possible. Mais au début, il faut prendre toutes les opportunités et voir dans chaque opportunité qu'est-ce que ça peut nous apporter et jusqu'à où ça peut aller. Et en fait, à partir du moment où on comprend ça, mais là, on peut déplacer des montagnes. Franchement, on peut déplacer des montagnes. Et on peut être absolument personne et lever 300 000 euros. Mais par contre, voilà, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'engagement. Il faut être présent partout. Il faut faire des heures pas possibles. Enfin, moi, en ce moment, je fais du 8h, 23h tous les jours, 7 jours sur 7. C'est sûr. Il n'y a pas le Parce choix. que tu as un job, tu l'expliquais, tu as un job enfin, tout à fait normal à Oui, côté oui. de l'assaut. Ouais, c'est ça. Donc voilà, au bout d'un moment, après, c'est sûr que si on veut quelque chose, il faut mettre les moyens derrière. Il faut pas Ouais. se dire, ben oui, je veux faire ça, mais j'ai 3 heures à consacrer dans la semaine. Non, si on veut faire un truc et qu'on veut le faire vraiment, il faut consacrer vraiment du temps. Parce que en fait, concrètement, si on mène pas d'action, si on voit que ça n'avance pas, etc., les gens, ils vont se lasser. Ils vont dire, ok, en fait, elle dit ça, mais elle le fait pas, ou elle dit ça, mais c'est dans 6 mois. Surtout les réseaux sociaux, ils veulent que tout soit vite. Genre, on leur parle d'un truc, il faut que les 2 semaines après, ça soit fait. Hmm. Parce que sinon, enfin, voilà, ils trouvent que c'est lent, ils trouvent que et il faut pas se répéter, il faut toujours qu'il y ait des nouveautés et cetera. C'est compliqué, mais c'est pas du tout impossible. Voilà. Écoute, super, super témoignage en tout cas sur le sujet. Peut-être pour en revenir au défi en tant que tel, comment est-ce que tu t'es... Bah, voilà, mais admettons que le prochain soit le Denali, comment tu te prépares, que ce soit physiquement, mentalement, techniquement? Tu disais que tu n'as pas forcément le background des guides de Chamonix. Donc comment est-ce que ça se présente de ce côté-là? Ouais, ça, c'est une grande question qu'on me pose beaucoup et que je me pose moi-même, en fait.
J'ai pas encore la réponse exactement. Non, mais en gros, enfin, c'est bien que tu me poses la question maintenant parce qu'il y a 2 jours, j'ai eu des infos par rapport à ça, donc au moins je vais pas arriver en mode: «Je ne sais pas». Non, je rigole. Non, il y a 2 jours, j'ai été en train de discuter avec une nana, assez connue, et en fait, elle, enfin, elle a déjà fait 3 fois le Denali, voilà, et cette année, elle compte le faire en solo, donc toute seule, toute seule. Donc c'est vrai qu'elle m'a bien briefée, sur, comment se préparer et cetera. Je lui ai dit ce que je faisais. Donc moi, concrètement, comment je m'entraîne? C'est minimum 1 à 2 heures de sport par jour. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais du renforcement musculaire principalement. Je fais des allers-retours dans l'escalier avec, un sac à dos avec des poids dedans. Je fais du vélo elliptique. Le but, c'est de lier du cardio et du renforcement musculaire. Globalement, c'est simplement de bouger, en fait. Enfin, genre, faire des activités, continuer à ce que son corps se muscle et cetera, et de le faire de manière régulière, la plus régulière possible. Ensuite, je cours tous les 2 jours, entre 5 et 10 kilomètres. Et ensuite, une fois par semaine, j'essaye de me faire un gros trail, donc entre 25 et 40 kilomètres avec 2 000-3 000 mètres de dénivelé. Ah ouais, quand même. Donc ça, en général, c'est le samedi ou le dimanche. Et après, j'ai un coach aussi à Strasbourg avec qui j'essaye de m'entraîner une fois par semaine, où là, on essaye de vraiment pousser dans le dur, c'est-à-dire de vraiment, enfin voilà, arriver au stade où on n'en peut plus, mais il faut continuer pour travailler le mental. Parce qu'évidemment, le mental, c'est aussi hyper, hyper important. Après, ben, pour bosser le mental plus spécifiquement, enfin moi là, j'avoue, je j'ai pas trop de technique de rêve dans le sens où, moi j'ai fait 10 ans de ski à haut niveau. Donc évidemment, enfin j'ai commencé le ski à 6 ans, enfin j'ai commencé le ski à 2 ans et demi, je suis rentrée en club à 6 ans et j'ai fait ma première compète à 9 ans, du coup 2 mois après le décès de mon papa. Parce que je sais que c'était son rêve et voilà, j'ai dit à ma mère: «OK, je suis prête à en faire faire de la compète» et j'en ai fait jusqu'à mes 18 ans et là évidemment, ben, un sport comme celui-là, c'est un engagement extrêmement fort et c'est aussi, ben, en fait, le ski, c'est dehors, c'est à la montagne. Parfois, il fait, -30, tu dois te mettre en mini combi là, toute fine, et ça caille, enfin voilà. Donc déjà là, mentalement, pendant 10 ans, ça a été, être capable de skier dans toutes les conditions possibles et imaginables et avoir un coach, qui t'engueule la moitié de la journée, bref. Donc mentalement, j'étais déjà assez prête à vivre, des grosses difficultés et à devoir me dépasser et me surpasser et je savais ce que ça voulait dire. Après, ce qui est important, en fait, c'est d'essayer surtout de sortir de sa zone de confort et quand je dis ça, c'est pas forcément comme Mike Horn qui dit de faire des trucs de fou malade, mais c'est plus sortir un peu de sa zone de confort au quotidien et de temps en temps de se dire: «OK, bah, j ça, je l'ai jamais fait, mais vas-y, aujourd'hui, je le fais» et ça peut être, juste, se dire: «Ben, d'habitude, je fais 20 kilomètres, je me sens pas capable de faire 25, mais aujourd'hui, je vais faire 25 et je vais aller au bout de mes 25» et en fait, c'est juste au fur et à mesure, rajouter une petite marche et se dire: «Je suis capable de faire un peu plus» ou ben, genre, par exemple, si on court et qu'on n'a jamais fait un semi, ben, se dire, «Voilà, allez, cette fois-ci, je me force, même si je cours pas vite, tant pis, on continue et on essaye d'aller un peu plus loin», quoi. Voilà, c'est mes conseils. Excellent. Excellent. Donc tu as un préparateur physique, préparateur mental, tu en as pas, tu t'appuies plutôt sur ton expérience du haut niveau, Ouais, c'est ça. En fait, j'ai un peu ouais, un préparateur mental, enfin, en tout cas, quelqu'un avec qui j'étais en contact pendant un moment, mais au final, mes journées sont tellement chargées, j'ai pas le ouais, temps et après, je sais que mon mental, il est déjà au taquet, enfin, voilà. Voilà, je veux arriver au bout de mes 7 sommets, donc je ferai tout pour y arriver, quoi. ouais, ouais. Excellent! Oh là là, punaise. OK, d'un point de vue, par curiosité, d'un point de vue logistique, le Denali, ça ressemble à quoi? Tu es obligé de enfin, c'est costaud. Est-ce que tu es obligé de prévoir, tu vois, des avions spécialement pour, ton expédition, ton projet ou tu as des lignes régulières qui t'amènent, assez proche? Il y a des lignes, assez régulières. Après, effectivement, c'est quand même bien spécifique. Enfin, on i pas mal de gens font en fait, le Denali, ça se fait de mai à juillet, hein, c'est ce que je disais et donc de mai à juillet, effectivement, il y a des avions qui se posent, qui se qui se posent là-bas. Mais ouais, c'est quand même très spécifique. Après, il y a 4 camps, il me semble. Enfin, je vais pas dire de conneries, mais il y a, ouais, 3 ou 4 camps mais qui sont très peu équipés. Ça veut dire, enfin, en fait, c'est juste, on dit: «Ben, tu poses ta tente là», quoi. Mais il y Ouais. a pas, enfin, ça se trouve, c'est tu poses ta tente là, mais il y a 0 tente autour de toi et c'est un camp, voilà.
Donc OK. tu très, très tu peux potentiellement être très, 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 très seul, et après c'est à toi de gérer toute ta nourriture, l'eau, c'est à toi de porter toutes tes affaires, donc on tire une poulka, et globalement, c'est à peu près, c'est ce que je disais avant, 70 kilos par personne. Waouh! OK, et donc tu as des conditions de neige, dès le départ ou tu commences par du Que de la trekking, neige, en que marche de la neige. d'approche? Que de la neige? OK. Ouais, ouais. On arrive direct Punaise. sur un glacier, donc c'est vraiment que de la neige, tout le temps, quoi. Donc OK. c'est pour ça aussi qu'au niveau de la météo, faut faire attention. S'il fait trop chaud et que ça enfin la neige, enfin il y a trop de dégel, ça peut être vraiment dangereux. Ouais, ouais. OK. Waouh! Celui-là, il me fait rêver de sommet, tu vois? J'ai vraiment l'impression que c'est un peu Ouais, moi aussi, c'est vrai. dans le sens aventure, tu vois? C'est loin, c'est pas très enfin, pas très connu. Ça fait peut-être un peu Ouais, moins que touristique que le Everest. Mont Blanc ou même l'Everest, ouais, on en parlait. Bah, j'en parlais avec Mike Horn dans son épisode, Ouais. moi, j'ai cru comprendre qu'il voulait pas y mettre les pieds, tu vois? Et Ouais, il mais disait que même le K2 avait pas mal changé, donc je comprends et honnêtement, enfin moi pour le coup, je vais faire l'Everest parce qu'évidemment, ben, c'est dans mon challenge et c'est le but et puis, et puis en fait, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que mon challenge, je le fais parce que j'ai des enfants derrière moi, qui ont envie aussi enfin qui suivent tout ça, qui regardent les la map du monde, qui apprennent où sont les 7 sommets, qui suivent l'aventure, qui veulent être au courant et cetera et c'est aussi ça mon boost, dans le sens où évidemment je le fais pour mon papa et c'est ma priorité, enfin voilà, c'est pour lui rendre hommage mais derrière, il y a toutes ces personnes qui ont perdu quelqu'un et qui ont envie de croire que tout est possible dans la vie autant que moi et qui ont envie de me voir arriver au bout de ces 7 sommets donc je vais faire l'Everest parce que c'est dans les 7 et que voilà, mais sinon à titre personnel, je l'aurais jamais fait de ma vie. Mais mmh, vraiment, je j'aurais jamais fait un sommet comme ça, mais voilà, là, c'est enfin, c'est dans le challenge et ça va se faire comme ça et voilà, mais c'est vrai que comme Mike, sinon je l'aurais pas fait. mmh. Sur les 7, est-ce qu'il y en a, il y en a qui t'attirent en particulier de ces sommets? Tu semblais dire le Denali, est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, le Vinson en Antarctique aussi quand même parce que pareil, enfin, c'est le bout du monde, quoi. C'est le bout du monde, il y a rien et pour le coup, bah, là, je sais que je rentrerai vraiment dans la case, explorateur dans le sens où, ben, il y a quand même très peu de gens dans leur vie qui vont en Antarctique pour faire un sommet donc heu Donc je sais que, si je coche cette case, voilà, c'est enfin, c'est un peu l'excitation et c'est un peu de se dire, tu fait un truc de malade dans ta vie et en même temps, c'est ce que j'arrête pas de me dire tous les jours. Je me dis, «Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle est ta mission? Heu et comment tu peux aider et apporter ta pierre à l'édifice?» Donc je pense que dans un sens, enfin, voilà, en faisant tout ça, je l'apporte aussi un petit peu et en partant sur des destinations comme ça aussi, quoi. Voilà. Tu as des retours de gens qui te suivent justement, qui sont touchés dans leur famille par le cancer et qui voient ce que tu fais? Ouais, tous les jours. Ah oui, C'est vrai? ah non, mais franchement, j'arrive c'est hyper difficile, vraiment hyper difficile de gérer des réseaux sociaux parce qu'en fait, comme je fais souvent des petits médias à droite à gauche et après quand il y a une petite vidéo, bon, là j'en ai fait une la semaine dernière, ça a super bien marché. La vidéo, elle a fait vraiment beaucoup de vues et donc heu et donc du coup, ben, forcément quand il y a beaucoup de vues, ça veut dire il y a beaucoup de messages et beaucoup de messages, ça veut dire prendre beaucoup de temps pour répondre mais oui, tous les jours, j'ai des gens qui m'envoient un message et qui me disent, «Ben, j'ai vécu la même chose que toi», il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie de s'investir dans l'association et devenir bénévoles. Et voilà, nous, on a envie de pouvoir accueillir tout le monde dans l'asso et que tout le monde puisse, avoir son impact, en fait, dans tout ça. Donc, le but aujourd'hui, évidemment, les réseaux, ils sont suivis partout en France, c'est qu'on ait un pôle dans chaque grande ville de France, et qu'en fait, on est un peu des ambassadeurs, des responsables de l'association de 7 sommets, à Montpellier, à Marseille, à Bordeaux, à Paris, et qu'on puisse proposer des événements pour les enfants, partout en France. Donc, ça commence à se mettre en place petit à petit.
et j'en suis trop contente. Donc là, globalement, pour te dire, on a des familles à Lyon parce qu'on est en contact avec le centre Léon Bérard, qui est le plus grand centre de enfin, le deuxième plus grand centre de cancérologie de France. Donc on suit quatre, cinq familles à Lyon et on les a emmenées déjà à l'Olympique Lyonnais. On était en loge présidentielle la semaine dernière. Donc trop cool. Il y a d'autres enfants qui y sont allés mercredi. Il y avait OL Chelsea chez les filles. Donc on a eu 5 places offertes par le coach. Et après, on est à Montpellier aussi. On est à Bordeaux, à Tours. On a des familles à Paris et à Lille. Voilà. Ok. Donc, Oh là et là. puis, au fur et à mesure, bah, ça se développe un peu dans toutes ces villes. Donc, évidemment, c'est de la gestion, c'est de l'organisation. Faut qu'il y ait des événements, faut qu'il y ait des familles. Et donc, bah, il y a toujours beaucoup de questions. Et pour le moment, c'est un peu moi qui m'occupe de tout. Mais voilà, au fur et à mesure, ça va. Je vais déléguer de Hmm. plus en plus, quoi. Super. Tu parlais de tes vidéos qui marchent bien et qui du coup déclenchent beaucoup de messages. Oui. Franchement, je suis pas trop surpris parce que je pense que c'est comme ça moi que j'avais découvert ton histoire. Je crois que c'était t'avais fait une vidéo au sommet de la Concagua, il me semble, hein. Alors, j'ai fait une vidéo au sommet de la Concagua et une au sommet du Mont Blanc. Alors, celle au sommet du Mont Blanc, elle a fait 10 millions de vues. Ah ouais, ok. Je Donc, suis quasi sûr que c'était celle de la Concagua que j'ai vue. ouais, la Concagua, elle Euh, a fait presque 1 million, je crois. ok, Donc, ok. Bah, je pense que c'est celle-là parce que euh, et en fait, tu vois, ce qui m'a marqué tout de suite, c'est on en parlait tout à l'heure, c'est le message parce que bon, forcément, avec les thématiques du podcast, j'ai beaucoup sur mes réseaux, je suis beaucoup de gens qui font de l'aventure, de l'exploration, du trail, tu vois, du ouais, sport en ouais, général. Donc, genre, je suis abreuvé de vidéos de gens qui arrivent à des sommets, qui partent, voilà, traverser des océans à la voile, je sais pas quoi. ouais. Mais il n'y a pas forcément toujours un message, et il y a pas du tout une notion, tu vois, de jugement, de valeur ou autre, mais il y a rarement un message fort comme le tien, tu vois. Toi, c'était un sommet, et en fait, je le fais pour mon papa. Et je vais en faire d'autres des sommets. Et je vais faire les 7 plus hauts sommets de chaque continent. Ouais. Et du coup, tu vois, ça m'avait vraiment marqué. Je m'étais dit, attends, mais c'est dingo ce projet. Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais allé regarder. J'avais vu que tu étais, enfin, t'étais encore très jeune, que tu avais un job à côté. Et c'est comme ça que, tu vois, je me suis dit, bah là, il y a plein de messages. Plein ouais, de messages à faire passer en fait avec un parcours comme ça. Donc, je suis vraiment pas surpris que tes vidéos fonctionnent. Ouais. Parce qu'on voit aussi l'émotion en fait. Tu vois, la Concagua, voilà, je pourrais pas te dire dans le détail ce que tu disais sur la vidéo, mais je me rappelle que c'était, en la voyant, il y avait de l'émotion. Et d'ailleurs, Ah peut-être, oui, bah, je c'est vois Mike. la vidéo que tu as vue. C'est celle où je parle, en fait, où je suis Ouais, c'est ça où tu parles, calme ouais. et où je Ouais, dis: «Ça y est, je suis arrivée au sommet de la Concagua». ouais, Ouais, c'est yes. là, ouais. Bah, non, mais c'est sûr qu'après, enfin, moi, je suis comme ça aussi. Quand je parle avec des gens ou quand je rencontre des gens, et franchement, mais j'adore rencontrer des gens, vraiment. Mais n'importe qui, en fait. Enfin, je suis toujours contente de parler. Et c'est vrai que pour moi, c'est hyper important de toujours parler avec son cœur et d'essayer de transmettre un maximum d'émotions. Et enfin, surtout les émotions que je ressens au moment où je suis en train de vivre le truc. Et c'est pour ça aussi que j'essaye de me filmer dans mon quotidien un maximum parce que en fait, ben, quand il y a une nouvelle de dingue, j'ai envie de le dire tout de suite et du coup, j'ai envie de me filmer tout de suite et que on ressente que voilà, genre là, je suis trop contente, il y a un truc de ouf qui vient de se passer. Enfin, là, cette semaine, j'ai eu des nouvelles, mais incroyables. Enfin, genre, je suis trop contente. Et c'est vrai qu'après, bah, j'en parle tout de suite à mes équipes parce que maintenant, voilà, l'équipe s'agrandit. J'ai une vingtaine de personnes qui bossent avec moi parce que sinon, je pourrais plus. Et c'est vrai qu'en fait, ils sont autant à fond que moi parce que j'ai envie de leur transmettre toute l'énergie que j'ai par rapport à ce projet. Et en fait, c'est clair. Enfin, là, mes réseaux, enfin même aussi sur TikTok. Bon, je suis pas une grande fan de ce réseau social, mais le projet marche super bien. Et voilà, il y a aussi des vidéos qui très vite font le buzz. Et en fait, c'est vrai que le fait que je raconte vraiment mon histoire, mon projet et les raisons pourquoi je l'ai fait, et qu'il y ait aussi cette cause derrière que j'ai envie de défendre, ben, c'est sûr que ça touche beaucoup de gens en fait, parce que ça touche les Ouais. personnes qui font de l'alpinisme et qui font de la montagne, ça touche les personnes qui ont perdu quelqu'un, que ce soit des jeunes ou des plus vieux, ça touche les enfants, ça touche la recherche contre le cancer, ça touche le cancer de manière générale. Donc en fait, concrètement, ben ouais, ça englobe pas mal de monde quoi finalement. Hmm, carrément. Ouais. Carrément. Eh ben, écoute, Constance, on arrive au bout. Est-ce que toi, il y aurait un message? Alors, il y a déjà plusieurs choses, tu vois, plusieurs fois où tu as dit que, voilà, moi, ce que je retiens pour le moment, c'est que l'impossible est possible et que quand on allie passion
avec défis et le fait de sortir de sa zone de confort, ça fait des choses incroyables. Mais est-ce qu'il y a autre chose, toi, que tu aimerais partager en guise de conclusion de cet échange? Oui, il y a plusieurs choses que j'aimerais. Non, la première chose, on n'en a pas du tout parlé, c'est que, du coup, je fais des films de chaque sommet Ouais, et que donc là, le chapitre 0, le Mont Blanc, enfin, j'ai fait l'avant-première, du coup, à Strasbourg, qu'on va passer au Grand Rex, en avril, qui va aussi avoir une diffusion à Bordeaux et à Lyon et ensuite il sera dispo sur ma chaîne YouTube. J'espère, dans le futur que ce sera dispo, sur un gros diffuseur ou avec une grosse chaîne télé. Il y a des discussions par rapport à ça, donc je croise les waouh, doigts, énorme. croisons les doigts. Ça, c'était le premier truc, donc si les gens ont envie d'aller voir, du coup, le premier film. Après, si, il y a des gens qui veulent devenir bénévoles de l'asso ou qui veulent contribuer, peu importe en France, c'est possible de le faire, et qu'ils peuvent envoyer un mail à 7sommet.constance@gmail.com, alors avec le chiffre 7. Et après, j'aimerais vous dire que, croyez en vous et croyez en vos projets et bossez pour, arriver là où vous voulez arriver. Génial. Génial. Merci beaucoup, Constance. Avec plaisir. Tout le meilleur pour la suite. Et puis, bah, on se planifie un épisode de débrief une fois que tu reviens de l'Everest et que tu as décroché tous tes records. Ouais, on fait ça. Trop bien. Merci, Constance. Merci, ciao, bye. Merci d'avoir écouté l'épisode dans son intégralité. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que ce que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous avez des feedbacks, vous pouvez me contacter sur le compte Instagram du podcast, lesfrappés.podcast, ou par email à hello@lesfrappés.com. Je fais mon maximum pour que vous viviez de super expériences audio avec mes invités. Chaque épisode demande beaucoup de temps et d'énergie. Si vous appréciez mon travail, la meilleure façon de me soutenir, c'est de partager cet épisode à au moins 3 personnes qui aiment se dépasser. Si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, prenez quelques secondes de votre temps maintenant pour m'y laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Merci beaucoup pour votre fidélité, à la semaine prochaine pour un nouvel invité.